6 mois ont passé depuis cette nuit de Noël, au Ritz Paris. Je me souviens de chaque détail, de chaque lueur d'or sur les visages joyeux, des murmures étouffés sous les lustres. Alexandre, mon mari, m'a conduite dans une pièce discrète, son sourire parfait masquant une froideur que seuls mes yeux pouvaient percevoir. Son regard, d'une politesse glaciale, s'est posé sur mon ventre rond. Pour lui, j'étais devenu un problème, une complication à écarter. Il m'a tendu des papiers, exigeant ma signature, comme si mon existence n'était qu'une ligne à rayer. Je m'appelle Camille Dubois. J'ai 32 ans, et en cette nuit de décembre, mon ventre portait en lui une promesse de vie de 3 mois. La musique au gala de Noël du Ritz Paris s'élevait comme une célébration sacrée. Pourtant, pour moi, elle sonnait comme une cruelle moquerie. Les lumières dorées chatoyaient dans la salle de bal, se reflétant sur les arbres décorés, les verres de cristal, les diamants portés par l'élite parisienne. Je me tenais au bord de toute cette splendeur, une main instinctivement courbée sur le bas de mon ventre, protégeant une vérité que j'avais à peine commencé à accepter moi-même. Avant même que je puisse respirer, mon mari, Alexandre Beaumont, apparut à mes côtés. Son costume impeccable, ses cheveux parfaits, et des yeux plus froids que le vent de décembre soufflant dehors. « Viens avec moi », a-t-il murmuré, agrippant mon poignet. « Ce n'est pas une requête, c'est un ordre. » Il m'a entraîné à travers la salle de bal, passant devant des invités qui prétendaient ne pas regarder. Il a poussé une porte privée, nous menant dans un salon VIP faiblement éclairé. Le bruit extérieur s'est estompé en un bourdonnement étouffé, mais mon cœur battait violemment dans ma poitrine. Alexandre a fait glisser une pile de papiers sur la table de marbre. Des papiers de séparation. Signe-les. Ce soir, a-t-il dit avant l'annonce. J'ai cligné des yeux, abasourdi. Ce soir, Alexandre. Nous. Il m'a coupé. Parce que tu deviens un problème. Toi et cette chose. Ses yeux ont furtivement glissé vers mon ventre. Mon ascension dépend d'une image publique irréprochable. Je n'ai pas besoin d'une épouse qui me tire vers le bas. Mon souffle s'est coupé, les mots me transperçant comme des éclats de verre. Je lui avais tout donné. Des années d'amour, de loyauté, de sacrifice, et maintenant il voulait m'effacer comme une tache sur son smoking. Alexandre, s'il te plaît. Pas ici. Pas ce soir. Tu signeras, a-t-il dit d'une voix égale. Ou je te rendrai la vie plus difficile que tu ne peux l'imaginer. Mes mains tremblaient en prenant le stylo. Les larmes brouillaient ma vision alors que je le pressais sur le papier, signant la fin de mon mariage dans une pièce emplie de guirlandes et d'air parfumé au champagne. En me levant pour partir, une petite photo d'échographie a glissé de la poche de mon manteau et a flotté au sol, inaperçue. Je suis retourné dans la salle de bal bondée, les lumières m'aveuglant, la musique m'étouffant. Je n'ai pas vu l'homme qui s'est penché pour ramasser l'échographie tombée, l'homme dont l'expression a changé brusquement au moment où il a reconnu le nom d'Alexandre Beaumont imprimé en haut. Cet homme était Théo Leclerc, le PDG qu'Alexandre craignait le plus. Et il venait de découvrir mon dévastateur secret. J'ai passé la majeure partie de mes 32 années à croire que l'amour, le véritable amour, était quelque chose qu'on protège avec patience, douceur et sacrifice. C'était une conviction ancrée en moi, héritée, je pense, des valeurs simples de mon enfance. Je n'ai pas grandi avec grand-chose, pas de fortune familiale, pas de lignée prestigieuse. Juste une petite maison de location, aux murs un peu défraîchis, dans une petite ville en province, un endroit où les jours s'étiraient au rythme des saisons et où les soucis étaient concrets, palpables. Ma mère était l'incarnation même de la résilience. Elle travaillait sans relâche, enchaînant les doubles quarts de travail dans la petite usine textile du coin. Ses mains étaient souvent abîmées, ses yeux parfois lourds de fatigue, mais son sourire, lui, était une lumière constante. C'est d'elle que j'ai appris la dignité dans l'effort, la beauté de la simplicité. Elle m'a transmis ce sens inné de la débrouillardise, la capacité à créer du beau avec presque rien, à donner sans compter. Notre maison, bien que modeste, était toujours pleine de vie, de petits objets chinés transformés, de bouquets de fleurs des champs.
Dès mon plus jeune âge, j'ai été attiré par la beauté, par l'harmonie des formes et des couleurs. Je passais des heures, des après-midi entiers, à découper des images de magazines anciens trouvés dans le grenier de ma grand-mère. Des photos d'intérieurs somptueux, de réceptions grandioses, de jardins à la française. Je les collais dans de vieux cahiers, esquissant mes propres versions, imaginant des scénographies, des ambiances. J'avais un vieil ordinateur portable, un cadeau de ma mère après des années d'économie, sur lequel je tentais de reproduire ses rêves, de dessiner des plans d'événements qui n'existaient que dans mon imagination. C'était ma fenêtre sur un autre monde. Un monde d'élégance, de raffinement, de luxe discret. Quand j'ai eu 23 ans, la petite ville provinciale m'est devenue trop étroite. Le rêve, nourri en silence pendant tant d'années, avait besoin d'espace pour respirer. J'ai pris ma décision. Je partirai pour Paris. J'ai fait mes 2 valises, remplies de quelques vêtements, de mes croquis, et d'une détermination farouche. Le jour de mon départ, ma mère m'a serré fort dans ses bras, les yeux humides. « N'oublie jamais qui tu es, Camille », m'avait-elle dit. « N'oublie pas d'où tu viens. » Arrivé à Paris, la ville lumière m'a d'abord semblé écrasante. Ses boulevards majestueux, ses immeubles haussmanniens imposants, son rythme effréné. J'ai pensé que la ville pourrait m'engloutir tout entière, me noyer dans son indifférence. J'ai trouvé un petit studio sous les toits, un espace exigu mais suffisant. Les débuts ont été difficiles, comme pour tant d'autres jeunes provinciaux tentant leur chance dans la capitale. J'ai travaillé sans relâche, enchaînant les petits boulots, économisant chaque euro. Le soir, je retournais à mon MacBook Air usagé, passant des heures à créer des maquettes numériques, à perfectionner mes designs. Je marchais des kilomètres, de Saint-Germain à la Concorde, pour suivre gratuitement des organisateurs d'événements expérimentés, observant, apprenant, absorbant chaque détail de leur métier. Je vivais de nouilles bon marché et d'espoir, une diète spartiate mais nourrissante pour l'âme. Je me nourrissais de l'énergie de la ville, de la promesse que, peut-être, un jour, j'y trouverais ma place. Lentement, douloureusement, mais sûrement, j'ai commencé à tailler ma place. Un premier contrat pour un petit mariage, puis un autre, un peu plus grand. Un ami d'amis m'a recommandé pour un événement d'entreprise modeste. Petit à petit, mon nom a commencé à circuler. J'ai gravi les échelons, un projet à la fois, avec la même persévérance que ma mère. J'ai fait mes preuves. J'ai appris les codes de ce monde, ses exigences, ses subtilités. Je me suis retrouvé à travailler sur des galas, des réceptions où les lustres de cristal scintillaient de 1000 feux, où les étoffes les plus fines habillaient les tables et les invités. J'étais là, au cœur de ce monde de phares de cristal et de soie noire, que j'avais tant rêvé. J'avais réalisé mon rêve. Mais, curieusement, au lieu de me sentir victorieuse, je me sentais souvent comme une étrangère. Une artiste du détail, certes, mais une observatrice. Je pouvais créer la beauté, orchestrer l'élégance, mais je n'en étais pas intrinsèquement parti. Les conversations portaient sur des investissements, des propriétés à Saint-Tropez, des vacances aux Maldives. Des préoccupations si éloignées de mon quotidien, de mes racines. Je maîtrisais les codes de ce monde, j'en connaissais les rituels, mais je n'en partageais pas l'essence. Il y avait toujours cette petite voix en moi, un écho de ma mère, me rappelant d'où je venais, qui je suis. Même au milieu des rires et des cliquetis des verres, je me sentais souvent seul. Une solitude silencieuse, discrète, que je cachais derrière un sourire professionnel. J'avais mon rêve, j'avais mon succès, mais je cherchais encore cette connexion profonde, cette sensation d'appartenir vraiment, pas seulement à un métier, mais à un cœur, à une vie. Le prix à payer pour avoir percé ce monde de phares de cristal et de soie noire était peut-être cette solitude, ce sentiment tenace d'être une éternelle invitée, jamais tout à fait chez moi. Je portais en moi la conscience aiguë de cette dualité, le cœur en province et l'esprit à Paris. J'ai passé la majeure partie de ma jeunesse à observer le monde, à rêver de beauté et d'harmonie, même depuis notre petite maison provinciale. Chaque fois que je feuilletais des magazines de décoration ou des récits d'événements mondains, une part de moi s'imaginait créer ces décors somptueux, où chaque détail raconterait une histoire.
quand j'ai finalement réussi à m'immiscer dans cet univers parisien, à force de travail acharné et de nuits blanches, je ne m'attendais pas à rencontrer l'homme qui allait un temps incarner ce rêve. C'était lors d'un gala de charité, un événement pour lequel mon agence avait été mandatée pour la scénographie florale et lumineuse. Le lieu, un hôtel particulier du Marais, était baigné d'une douce lumière ambrée que j'avais moi-même imaginée. Les invités, des figures éminentes de la société parisienne, se mêlaient aux philanthropes et aux artistes. Je me tenais discrètement en retrait, observant mon œuvre prendre vie, l'agitation des serveurs et le murmure des conversations formant une symphonie particulière. Puis, il est apparu. Alexandre Beaumont. Il avait cette aura de réussite et d'élégance naturelle, comme si le monde était fait pour s'agenouiller à ses pieds. Son costume impeccable épousait sa silhouette athlétique, ses cheveux foncés étaient parfaitement coiffés, et son regard, vif et intelligent, balayait la pièce avec une assurance que je n'avais jamais rencontrée. Il s'est approché de mon stand, ou plutôt, de l'endroit où j'observais les derniers ajustements floraux. Il ne m'a pas regardé comme les autres hommes, avec une curiosité superficielle ou un désir transparent. Son regard était différent, plus profond. L'équilibre de ses pivoines et de ses roses anciennes est remarquable, m'avait-il dit d'une voix grave et posée, désignant un arrangement que j'avais personnellement supervisé. Et ce ruban de velours, une touche inattendue sur les menus. Un détail si subtil, mais qui change tout. Vous avez un œil, Madame Dubois. Ces mots, si précis, si attentifs aux petites choses qui faisaient mon travail, m'avaient touché au plus profond. Personne, jamais, n'avait remarqué ces détails avec une telle acuité. Personne n'avait vu au-delà de la façade, au-delà de l'événement lui-même, pour percevoir l'âme que j'y mettais. Je m'étais senti vu, vraiment vu, pour la toute première fois. Ce n'était pas seulement un compliment sur mon travail, c'était une reconnaissance de moi-même. Une eau fraîche sur une terre assoiffée d'être comprise, d'être appréciée pour ce que j'étais vraiment, au-delà de mon modeste parcours. Notre romance s'était envolée comme dans un tourbillon. Des dîners sur l'avenue Montaigne, où les lumières de la ville dansaient avec les promesses d'Alexandre. Des week-ends impromptus à Gordes, en Provence, puis sur la Côte d'Azur, où le soleil caressait ma peau et où il me promettait un avenir doré. J'étais jeune, et mon cœur, affamé de cette stabilité, de cette reconnaissance, s'était laissé emporter. Il me traitait comme si j'appartenais à ces salons de marbre et à ces terrasses ensoleillées, comme si ma place avait toujours été là, à ses côtés. Il me faisait sentir spécial, unique. Je suis devenu son épouse, mais très vite, le rôle que j'étais censé jouer s'est dessiné avec une clarté troublante. Je me suis efforcé d'être l'épouse parfaite qu'il semblait vouloir. Je repassais ses chemises impeccables avant ses réunions importantes au groupe Beaumont, lui préparais des déjeuners légers quand il travaillait tard, et réorganisais mon emploi du temps, souvent chargé, pour être présente à ses côtés lors des fonctions mondaines. Je voulais être son soutien indéfectible, son havre de paix, la source de chaleur et de réconfort dans sa vie trépidante. Et pendant un temps, il s'était adouci. Il riait plus souvent, d'un rire qui résonnait dans les grands salons de notre appartement haussmannien. Il me tenait la main en public, un geste simple, mais qui me remplissait de fierté. Il parlait même, parfois, de construire une famille, un jour, quand le moment serait propice, me disait-il avec un sourire esquissé. Ces paroles, légères comme des bulles de champagne, flottaient dans l'air, belles et éphémères, mais ne prenaient jamais corps. Ce d'un jour semblait toujours s'éloigner un peu plus à chaque fois que je tentais d'en saisir les contours. Ce sont alors que j'ai commencé à percevoir de subtiles fissures dans cette façade parfaite. Une ombre de contrôle dans ses compliments, un froid mordant quand je ne correspondais pas parfaitement à l'image qu'il attendait de moi. Il louait mon travail quand il était professionnel et discret, mais devenait distant et même un peu cassant si je laissais transparaître trop de passion ou d'émotions personnelles dans mes projets ou mes discussions. Il me disait qu'une épouse digne de son rang devait être irréprochable, un mot qu'il prononçait avec une insistance particulière. Ce mot, irréprochable, était devenu un mantra silencieux, une prison dorée qui se refermait lentement autour de moi. Il avait des attentes précises sur la façon dont je devais m'habiller pour chaque événement, sur les sujets de conversation à éviter,
sur la manière de sourire aux investisseurs de son groupe. Il n'était jamais direct, jamais brutal dans ses demandes, mais ses suggestions étaient des ordres déguisés. Une femme de ton standing doit rayonner avec discrétion, ma chère, me disait-il, me faisant subtilement comprendre que ma propre personnalité, ma spontanéité, n'étaient pas les bienvenues dans son monde. Je me sentais souvent seul dans cette union. Je me persuadais que c'était le prix à payer pour l'amour, pour la sécurité, pour cette vie de rêve que j'avais toujours convoitée, mais qui, étrangement, me laissait un goût d'amertume. Je tentais de repousser mes doutes, de rationaliser ses absences, sa froideur croissante. Je voulais croire que c'était la pression du travail, la complexité de son monde des affaires qui le rendait ainsi, pas un défaut en lui, ni en moi. Je me disais que l'amour était aussi une question de compromis, de sacrifice. Je m'efforçais de combler les silences par ma présence, les absences par mon dévouement. Chaque jour, un peu plus, je m'oubliais moi-même, pour tenter d'être cette femme qu'Alexandre voulait que je sois. Une femme silencieuse, élégante, un accessoire parfait dans sa vie orchestrée. Mais la solitude, elle, ne se laissait pas maîtriser. Elle grandissait, silencieuse et lancinante, au fond de mon cœur. Ce jour-là, la nouvelle est arrivée comme un murmure inattendu, une petite brise d'espoir au milieu d'un hiver qui s'installait progressivement dans mon cœur. J'étais enceinte. 3 mois. Cette petite graine de vie, nichée au plus profond de moi, promettait de transformer le paysage aride de notre union. Je me souviens de l'avoir annoncé à Alexandre avec une prudence infinie, le cœur battant à tout rompre, l'espoir fragile d'une joie partagée. Je m'étais imaginé un sourire, un embrassement. J'avais rêvé d'une lueur dans ses yeux, cette promesse d'une famille qu'il avait autrefois évoquée avec une nonchalance que je prenais alors pour de la décontraction. Sa réaction fut un masque. Un baiser rapide et froid sur mon front, des mots justes, des félicitations de façade, prononcées d'une voix neutre. Mais j'ai senti quelque chose se fissurer en lui. Un instant, une fraction de seconde, son expression a trahi une colère, une exaspération qu'il a vite dissimulée derrière un sourire contraint. C'était là, cette brèche. Cette minuscule fêlure dans la pierre lisse de son visage. Je l'ai vue. J'ai fait semblant de ne pas la voir. Mon cœur, lui, l'avait enregistrée, l'arrangeant au rayon des mauvais présages. La distance, une présence insidieuse, s'est installée cette nuit-là. Une distance glaciale, palpable, comme un mur de verre invisible érigé entre nous. Les dîners annulés sont devenus la norme. Les silences, des gouffres abyssaux où se perdaient mes tentatives de conversation, mes questions sur sa journée. Il a acheté un nouveau téléphone, un objet qu'il gardait jalousement, hors de ma portée, hors de ma curiosité. Un symbole de son monde, désormais hermétiquement scellé pour moi. Ces mots sont devenus des armes. Des pointes acérées, lancées avec une précision cruelle. Ton travail n'est pas un vrai travail, m'a-t-il lancé un soir, balayant des années de mon dévouement, de ma passion, d'un revers de main. Mon souffle s'est coupé. Des années à bâtir ma réputation, à rêver de cette carrière que j'avais tant aimée, réduite à néant par une phrase. Quand je lui parlais de ma solitude, de mes peurs grandissantes face à cette nouvelle vie, de mon besoin de soutien, il me répondait que j'étais dramatique, que mes émotions étaient exagérées, dignes d'une actrice de mélodrame. « Tu es trop sensible, Camille. Il faut savoir tenir son rang. » Et puis, la phrase qui a tout changé, celle qui a enfoncé un couteau dans mon cœur, le tordant avec une douleur lancinante. Il l'a prononcée avec un calme déconcertant, presque avec un air de pitié condescendante. Un enfant compliquerait tout. Mon ascension au sein du groupe Beaumont est à un tournant crucial. Tu ne peux pas comprendre. J'ai essayé de comprendre. J'ai essayé de rationaliser. Je me suis accroché désespérément à mes souvenirs des débuts. À la chaleur qu'il m'avait jadis offerte, à ces moments où je m'étais senti vu, aimé. Je me suis convaincu que le stress le changeait, que la pression monumentale du groupe Beaumont, l'ambition dévorante qu'il nourrissait, était trop forte pour lui. J'ai blâmé mes hormones changeantes, le rythme effréné de Paris, la vie mondaine.
J'ai tout blâmé, tout sauf la vérité, cette vérité que je n'étais pas prête à affronter, à reconnaître. La vérité que l'homme que j'avais épousé n'était pas l'homme que je croyais. Mon esprit tournait en boucle, cherchant des excuses, des justifications. Je me disais que l'amour était un combat, que les couples traversaient des épreuves, que je devais être plus forte, plus compréhensive. Je me répétais ces mots, un jour, une famille, comme une prière désespérée pour conjurer le mauvais sort. Mais chaque jour, le mur entre nous grandissait, et les ombres s'allongeaient. Au fond de moi, une petite voix, insistante, murmura. Elle me disait qu'Alexandre était un homme qui valorisait le pouvoir plus que les personnes, la réputation plus que le mariage, le contrôle plus que la compassion. Cette voix était douce, mais persistante. Elle me disait que sous le bel extérieur d'Alexandre, sous son charme si parfaitement poli, se cachait une âme glaciale, incapable d'aimer au-delà de ses propres intérêts. J'avais simplement été une pièce de plus dans son échiquier, un atout pour son image, une épouse décorative. Je n'avais juste jamais imaginé qu'il jetterait nos vœux par-dessus bord en une seule nuit, et encore moins lors d'un gala de Noël. Un événement public. Devant tout Paris. Devant toutes ces caméras, ces collègues, ces mêmes personnes qui avaient autrefois loué notre union soi-disant parfaite, notre couple en or. La pensée était insupportable. La peur m'étreignait, une peur froide, primitive. La peur que ce château de cartes ne s'effondre non pas en privé, mais en plein jour, emportant avec lui le peu d'espoir qu'il me restait, me laissant seul, humilié, avec cette petite vie en moi. Chaque jour, l'illusion s'effritait davantage, mais je me cramponnais, aveuglément, à ce qui n'était déjà plus qu'un souvenir lointain de bonheur. Je refusais de voir la pourriture qui rongeait notre mariage de l'intérieur, je refusais de croire que l'homme que j'avais tant aimé pouvait être capable d'une telle cruauté. Cette vérité était trop lourde à porter. Après avoir signé ces papiers de séparation dans ce petit salon privé, mon retour dans la salle de bal fut un pas dans le vide. Les lumières du Ritz Paris, autrefois éclatantes et prometteuses, étaient maintenant aveuglantes, cruelles. La musique, une symphonie d'excès, de joie forcée, m'étouffait. Chaque note me serrait un peu plus la gorge, rendant l'air lourd et irrespirable. Je me suis posté dans un coin discret de la pièce, près d'un grand rideau de velours rouge, essayant désespérément de me fondre dans les ombres, de ne pas prendre trop de place. Mon corps, lourd de cette vie naissante, semblait vouloir s'effacer. Le Ritz Paris, avec son faste, ses chandeliers massifs qui déversaient une lumière dorée sur les sols de marbre poli, était le monde d'Alexandre. Ce n'était pas le mien. Je n'avais jamais appartenu à cet univers de faux-semblants, de sourires convenus et d'ambitions froides. J'étais là, vêtu de ma simple robe de satin émeraude, élégante certes, mais modeste parmi les créations haute couture qui virevoltaient autour de moi. Je me sentais comme une intruse, une erreur dans cette toile parfaitement tissée par Alexandre pour sa propre gloire. Mes yeux étaient fatigués, d'une fatigue profonde, celle que le chagrin grave et l'épuisement peuvent laisser. C'était une fatigue que même le maquillage le plus sophistiqué n'aurait pu masquer. Je me sentais invisible. Alexandre, lui, brillait au centre de son arène. Ce soir devait être son couronnement, le point culminant de son ascension. Le gala du groupe Beaumont était un rassemblement de sénateurs, de PDG influents, de magnats des médias, d'investisseurs qui possédaient, ou du moins, contrôlaient, la moitié de Paris. Pour la plupart des invités, y assister était un privilège rare. Pour Alexandre, c'était une scène, une performance qu'il exécutait avec une perfection étudiée, un sourire calculé, une poignée de main ferme pour chaque visage important. Je le regardais du coin de la pièce, le cœur serré par la piqûre de mon invisibilité. Même avant qu'il ne me pousse ses papiers de séparation, il m'avait à peine remarqué ce soir. Quand les invités nous saluaient, par pure bienséance, Alexandre s'avançait pour serrer les mains, échanger quelques mots polis, me laissant systématiquement en retrait, comme un simple accessoire décoratif, une présence silencieuse à ses côtés, ni plus ni moins. Je voyais les regards que les femmes me lançaient. Certains étaient compatissants, d'autres apitoyés, d'autres encore portaient une curiosité amusée, presque une moquerie.
Elles sentaient toutes que quelque chose n'allait pas, que cette façade de couple parfait s'effritait. Le parfum de mon malheur flottait, invisible, mais perceptible pour ceux qui savaient lire entre les lignes des sourires forcés. Et puis, il y avait l'autre femme. Juliette Moreau. Elle traversait la salle de bal comme si elle en était la propriétaire légitime. Robe rouge, d'une coupe audacieuse et parfaite, ses cheveux d'un blond impeccable, une assurance qui venait du fait de se savoir choisie, d'être au centre de toutes les attentions. Je n'avais aucune preuve tangible, aucune confession directe, aucune photo compromettante. Mais je le sentais. Cette vérité froide et tranchante s'était ancrée en moi comme une lame de glace. Juliette était la maîtresse d'Alexandre. C'était une certitude viscérale. Les petits gestes, les regards échangés, les sourires complices, les touches prolongées sur son bras, sa façon de se placer stratégiquement près de lui, comme une ombre élégante et permanente. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était une trahison silencieuse, mais flagrante, exposée au grand jour sous les yeux de tous, et surtout sous les miens. Mon cœur battait la chamade, un tambour sourd résonnant dans mes oreilles. La salle de bal était soudain trop lumineuse, trop bruyante, trop étouffante. L'air me manquait. J'ai essayé de me calmer, d'inspirer profondément le parfum des guirlandes de pin et des parfums coûteux qui flottaient dans l'air. C'était une futile tentative. Je n'aurais jamais dû venir ce soir. J'aurais dû rester chez moi, recroquevillé sous mes couvertures, faisant semblant que tout allait bien. Mais Alexandre avait insisté pour que j'assiste. Il avait dit que mon absence semblerait mauvaise, que cela entacherait son image. Amusant comme les apparences comptaient plus pour lui que l'épouse portant son enfant, que la femme dont il venait de briser le cœur. Ma vision s'est brouillée un instant. Le stress, les nerfs à vif, la fatigue de la grossesse se conjuguaient pour m'étourdir. J'ai pressé ma main contre une colonne de marbre froid, suppliant mon corps de ne pas me trahir, de ne pas s'effondrer devant tout le monde. Je sentais mes jambes faiblir, la nausée monter. Chaque pas, chaque mouvement autour de moi me semblait une menace. Et puis je l'ai senti. Non pas une douleur physique cette fois, mais un changement, une prise de conscience étrange. Quelqu'un me regardait. Pas avec dédain, pas avec pitié, ni même avec cette curiosité malsaine qui avait marqué tant de visages ce soir-là. Non. Ce regard était différent. Il portait une reconnaissance. De l'autre côté de la salle de bal, près du bar, Théo Leclerc se tenait. Grand et composé dans un costume anthracite d'une élégance sobre. C'était le PDG dont l'ombre intimidait la moitié des hommes présents, l'homme qu'Alexandre craignait le plus. Il me fixait, son regard perçant. Et je savais qu'il tenait quelque chose dans sa main. Mon échographie. Ce petit morceau de papier qui contenait ma vérité, ma vulnérabilité, et mon secret. Il me regardait, et je savais que cet homme, si étranger, venait de poser un pied dans mon monde. Le léger malaise que je ressentais s'est soudain intensifié, une vague glaciale m'a parcouru. Alexandre, mon mari, s'apprêtait à monter sur scène, son sourire impeccable figé sur son visage. C'était son moment, le point culminant de sa performance annuelle. Puis, la silhouette de Juliette Moreau s'est détachée de la foule, s'avançant avec une élégance troublante vers le micro. Son sourire, cette fois, n'était pas énigmatique, il était prédateur. Une lueur froide dans ses yeux annonçait un drame imminent. « Mesdames et messieurs », a-t-elle commencé, sa voix douce mais perçante. Avant que notre cher directeur financier ne nous honore de son discours, j'aimerais partager avec vous quelque chose d'intéressant. Des murmures ont parcouru la salle. Un frisson d'anticipation, teinté de curiosité morbide, a saisi l'assemblée. Mon cœur s'est emballé, un pressentiment affreux me tordant les entrailles. L'écran géant, qui devait servir à projeter les réalisations du groupe Beaumont, s'est alors allumé. Il n'y avait pas de graphique financier, pas de photos de projets grandioses. À la place, une vidéo a commencé à défiler. Mon souffle s'est coupé. C'était Alexandre. Sa voix, claire et calculatrice, résonnait dans chaque recoin de la salle, amplifiée par les haut-parleurs.
Et alors si le fonds de charité manque de quelques millions? Personne ne vérifie ces choses. Je suis le chouchou. Il me brûlerait avant de me blâmer. Des murmures effrayés ont éclaté. Des exclamations de stupéfaction. Le rire forcé d'Alexandre a suivi, accompagné de la voix de Juliette, dans ce qui semblait être un pantouse luxueux, une coupe de champagne à la main. Il y parlait de manipuler des rapports financiers, de se moquer du conseil d'administration, mentionnant des transferts vers des comptes offshore avec une désinvolture qui me glaçait le sang. Mon esprit n'arrivait pas à concilier l'homme que j'avais épousé avec cette voix froide, cynique, dénuée de toute moralité. La façade parfaite d'Alexandre a volé en éclats. La panique pure, brute, s'est peinte sur son visage. Ses yeux ont exorbité, la couleur l'a quitté. « Juliette, ne fais pas ça », a-t-il hurlé, sa voix rauque, désespérée. Mais elle ne l'écoutait pas. Elle n'écoutait jamais personne d'autre qu'elle-même. Elle se tenait là, les bras croisés, un sourire satisfait aux lèvres, contemplant son œuvre de destruction. Puis, comme si le destin avait orchestré son entrée, des silhouettes sombres ont émergé de l'arrière de la salle. Des hommes en costume discret, mais dont l'autorité était palpable. Des agents de la police judiciaire. Ils se sont dirigés droit vers Alexandre, avec une efficacité redoutable. C'était la fin de sa performance. La fin de son empire de façade. Ils l'ont maîtrisé, ses protestations virant à la rage impuissante. Des flashs ont crépité. Des murmures hystériques ont envahi la salle. Le mot fraude a éclaté comme un coup de tonnerre. Mon cœur battait la chamade, un tambour sourd résonnant dans mes oreilles. Je ressentais un mélange étrange de choc, de stupeur et une étrange, indicible, sensation de vide, presque de soulagement. Le monde qu'Alexandre avait construit, ce monde dans lequel il m'avait entraîné, s'effondrait sous mes yeux. Mais en s'effondrant, il emportait avec lui les dernières illusions qui m'enchaînaient. Au milieu de ce chaos hurlant, une main s'est posée délicatement sur mon bras. C'était Théo Leclerc. Son regard était intense, mais réconfortant, un point de calme dans la tempête. Il m'a tendu la petite photo de mon échographie, celle que j'avais laissée tomber. « Vous l'avez fait tomber ?» a-t-il dit doucement, sa voix grave, s'assurant que seul moi puisse l'entendre. Il a attendu que le brouhaha se calme un peu, que les agents emmènent Alexandre, avant de se pencher vers moi. « Je suis désolé que vous découvriez tout cela ainsi, Camille. J'ai des informations sur Alexandre. Des informations importantes. Il a manipulé plus que ses comptes. Il a manipulé votre identité. Mon souffle s'est coupé. Mon identité. C'était un concept si fondamental, si personnel. Comment avait-il pu faire cela? Théo a continué, sa voix basse, un murmure dans mes oreilles. Je le surveille depuis des mois, Camille. Depuis l'échec d'une fusion qui nous aurait coûté très cher. J'ai découvert beaucoup de choses. Des choses bien plus sombres que de simples détournements de fonds. Et il y a autre chose, une raison à son comportement vis-à-vis de cette grossesse. Il a hésité un instant, ses yeux rencontrant les miens avec une gravité qui m'a terrifié et intrigué à la fois. Camille, Alexandre, il est stérile. Le mot a résonné en moi. Stérile. Il était comme une cloche sonnant au fond d'une église vide, l'écho d'une vérité amère. C'était un coup de massue. Toutes les fois où il avait nié cette grossesse, toutes ses paroles blessantes, sa froideur soudaine, prenaient soudain un sens terrifiant et douloureusement clair. Ce n'était pas moi le problème. Ce n'était pas mon corps, ni ma volonté. C'était lui. Mais il avait cherché à me blâmer, à m'humilier, à me faire sentir coupable d'une chose dont il était, en réalité, le seul à porter le secret. Il avait même utilisé ma propre grossesse comme une arme contre moi. La compréhension m'a frappé de plein fouet. Mes yeux se sont emplis de larmes, des larmes de trahison, mais aussi d'une étrange clarté. Alexandre, luttant contre les agents qui l'entraînaient vers la sortie, a tourné son visage tordu par la rage et le désespoir vers moi. Son regard m'a transpercé, non plus avec la froideur, mais avec une haine pure.
Et dis-leur la vérité sur le bébé, Camille, a-t-il hurlé, sa voix rauque et tremblante de fureur, sa dernière tentative désespérée de me discréditer publiquement. Et dis-leur qu'il n'est pas de moi. Sa voix portait une pointe de désespoir et de cruauté, cherchant à m'entraîner dans sa chute finale. Je me suis senti exposé, nu, sous les regards de tous, le centre d'attention de ce scandale grotesque. Mais au lieu de m'effondrer, une étrange force s'est ancrée en moi. La vérité, même si elle était douloureuse, commençait à me libérer. Théo, lui, s'est posté légèrement devant moi, comme un bouclier silencieux, son regard défiant Alexandre, puis se posant sur moi avec une promesse de protection. Je n'étais plus seul. Le tumulte de l'arrestation d'Alexandre s'est progressivement transformé en un silence pesant, un silence chargé de 1000 regards posés sur moi. La procureure maître Hélène Girard est alors entrée en scène, sa démarche était ferme, son regard acéré. Elle portait l'autorité naturelle de ceux qui ne craignent ni les projecteurs, ni les puissants. Elle a pris les rênes de la situation avec une efficacité redoutable, un calme qui contrastait violemment avec la panique d'Alexandre. Elle a commencé à exposer les faits, avec une clarté glaçante, dévoilant les rouages complexes de l'ingénieux plan d'Alexandre. Madame Dubois, a-t-elle commencé, sa voix résonnant distinctement dans le calme retrouvé, votre époux, Alexandre Beaumont, a mis en place un stratagème élaboré, une véritable machination. Il a ouvert un compte bancaire frauduleux, crédité de 800 000 €, et ce compte, il l'a créé à votre nom. Pas son nom. Le vôtre. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. 800 000 €. Un compte dont je n'avais jamais entendu parler. Elle a poursuivi, expliquant la froide logique derrière cette trahison. L'île a créé, sur le papier, une version criminelle de Camille Dubois. Une version de vous qui gérez commodément ses comptes financiers, une prête-nom parfaite pour ses activités illégales. Les mots, si précis, m'ont frappé de plein fouet. J'écoutais, hébété, les pièces du puzzle s'assemblaient d'une manière terrifiante. C'était bien pire que ce que j'avais imaginé. Alexandre n'avait pas seulement volé de l'argent. Il avait tenté de voler mon identité, de me transformer en criminel sur le papier. Pendant que la procureure parlait, Alexandre, toujours retenu par les agents à l'écart, continuait de vociférer des accusations incohérentes et désespérées. Ses yeux, autrefois froids et calculateurs, étaient maintenant injectés de sang, remplis d'une haine impuissante. Mais elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Elle m'a aidé. Vérifier ses comptes. Ses messages. Elle était impliquée. Ses paroles étaient des flèches empoisonnées, cherchant désespérément à me traîner dans sa boue, à diluer sa culpabilité en y mêlant la mienne. Mon souffle s'est coupé. Non. Je n'avais rien fait. Je n'avais rien su. Mais ma voix s'est perdue dans le murmure de la foule, une foule avide de scandales, de détails croustillants. C'est alors qu'une nouvelle figure a émergé de la périphérie. Une présence familière, mais inattendue. Marc Simon. Mon ancien fiancé. Son visage portait les marques du temps, de l'inquiétude, mais aussi une résolution inattendue. Il s'est approché, un dossier à la main, sa démarche hésitante, mais déterminée. Alexandre m'a forcé à quitter Camille il y a 3 ans, a-t-il déclaré d'une voix rauque, s'adressant directement à la procureure maître Girard. Chaque mot était lourd de regret et de douleur. Il a menacé ma petite entreprise. Il a menacé ma sécurité, puis la sienne. Il m'a fait croire que c'était pour la protéger que je devais disparaître de sa vie. Je regrette tellement. Ses yeux se sont posés sur moi, empreints d'une profonde tristesse. Il a fourni des documents, des preuves accablantes du chantage et de la manipulation exercée par Alexandre pour m'isoler, pour effacer ma vraie identité de son entourage, pour me rendre vulnérable à ses machinations futures. Mon esprit a fait le lien. Le plan d'Alexandre n'était pas né de la dernière pluie. Il avait commencé bien avant, avec la destruction de mes relations les plus précieuses. Théo Leclerc est intervenu à son tour. Avec son calme habituel, il a remis à la procureure un rapport détaillé. Il s'agit des journaux d'accès du système du groupe Beaumont.
Mon équipe au Conseil Leclerc les a récupérés. Il prouve que Madame Dubois n'a jamais eu aucune autorisation ni accès aux comptes financiers liés aux activités frauduleuses de Monsieur Beaumont. C'était une preuve irréfutable de mon innocence, un bouclier dressé face aux attaques d'Alexandre. Théo avait anticipé. Il avait agi. La procureure maître Girard s'est tournée vers moi. Madame Dubois, avez-vous quelque chose à ajouter à ces accusations? J'ai pris une profonde inspiration. Mon corps tremblait encore, mais une force nouvelle s'était ancrée en moi. La peur s'est transformée en une détermination inébranlable. Les illusions s'étaient toutes envolées, laissant place à une vérité crue, mais libératrice. J'ai regardé Alexandre, qui me fixait avec une haine impuissante, toujours entravé par les agents. Non, ai-je dit, ma voix était claire, étonnamment calme. Je n'ai rien à ajouter. Je n'ai jamais été impliqué dans les agissements de Monsieur Beaumont. Je n'ai jamais eu connaissance de ses plans. J'ai seulement vécu à ses côtés, pensant aimer et être aimé. Mon regard s'est ensuite posé sur Marc, qui m'observait avec une douleur sincère. Puis sur Théo, dont la présence était un ancrage silencieux. Mon cœur s'est rempli d'une résolution paisible. Je savais que mon chemin ne croiserait plus jamais celui d'Alexandre. J'avais pris ma décision, une décision irrévocable, gravée au plus profond de mon être. Plus jamais je ne laisserai quiconque définir ma valeur, ni dicter ma vie. C'était une promesse faite à moi-même, à la petite vie qui grandissait en moi. Une prière silencieuse pour un avenir que je devais désormais construire, brique par brique, avec ma seule force. Mon passé avec Alexandre, avec tout ce qu'il représentait de mensonges et de manipulations, était derrière moi. J'avais tourné la page. Et cette fois, je savais que je n'aurais aucun regret. Si vous m'écoutez encore à ce stade, je vous prie de bien vouloir laisser le chiffre 1 dans les commentaires ci-dessous. Votre présence est le plus grand des encouragements et me donne la force de vous raconter la dernière partie de cette histoire. Le calme relatif était revenu dans la salle de bal, un calme fragile, mais un calme tout de même. Les agents avaient conduit Alexandre hors des lieux, sa rage impuissante s'estompant dans les couloirs. Victor Laval, cet homme froid et calculateur qui était apparu comme un spectre, avait lui aussi été maîtrisé et placé en détention. Pourtant, il avait exigé de me parler. Les policiers avaient hésité, mais la procureure maître Girard, visiblement intriguée par son insistance, avait finalement donné son accord. Il est apparu, menotté, sous la surveillance stricte de 2 agents. Son regard, perçant et dénué de toute émotion, n'avait rien perdu de son arrogance habituelle. Il s'est posté à quelques mètres de moi, son corps, même contraint, dégageant une aura de contrôle. Il m'a fixé, son silence pesant plus lourd que toutes les accusations précédentes. Alexandre a toujours été stérile, a-t-il commencé, sans détour, sa voix est sèche, tranchante. Il a caché cette vérité pour mieux vous manipuler, pour mieux vous faire porter le chapeau de cette grossesse. Il cherchait une couverture pour son propre échec. Pour sa propre image. Mon souffle s'est coupé. C'était un fait que Théo m'avait déjà murmuré, mais l'entendre de la bouche de Victor, cet homme qui avait participé aux sombres machinations, donnait une toute autre dimension à cette cruauté. Ce n'était plus une supposition, mais une certitude glaciale. Cette petite vie en moi, utilisée comme un pion dans son jeu macabre, était le secret honteux d'Alexandre, pas le mien. Victor a continué, son regard vif et dénué d'empathie. Mais il y a une autre vérité, Madame Dubois. Une vérité que même Alexandre ne soupçonnait pas. Le père de l'enfant est celui qui a stoppé le plan d'Alexandre dès le début. C'est Théo Leclerc. Le sol a littéralement disparu sous mes pieds. C'était un choc si violent, si inattendu, qu'il a paralysé ma pensée, faisant tourbillonner mon monde en un instant. Théo. Théo Leclerc. Le protecteur silencieux, l'homme qui m'avait soutenu ce soir-là, dont l'œil vigilant avait détecté mon échographie sur le sol du Ritz. Le père de mon enfant. Mon esprit tentait désespérément de saisir cette information, de la concilier avec tout ce que je croyais savoir. Victor, avec une précision glaçante,
a commencé à démêler une histoire qui s'était déroulée 2 ans plus tôt. 2 ans avant cette nuit, Alexandre avait orchestré un plan ignoble. Il avait l'intention de vous vendre à un partenaire étranger pour une nuit. Vous avez été droguée, Madame Dubois. Inconsciente. Une vague de nausées m'a submergé. Mon corps a frissonné, mais j'ai forcé mon esprit à rester lucide, à écouter chaque mot. Victor a poursuivi. Théo Leclerc, qui enquêtait sur les agissements d'Alexandre pour des raisons bien précises liées à son entreprise, a découvert ce complot abject. Il est intervenu. Il a payé le triple de la somme convenue pour annuler l'arrangement et vous a fait mettre en sécurité dans une chambre discrète. Il ne vous a jamais touché. Il a juste veillé à votre sécurité et est parti avant votre réveil. Il ne savait pas, Madame Dubois, qu'à ce moment-là, une autre vie commençait en vous. Les agents présents, dont la procureure Maître Girard elle-même, ont confirmé ces informations. Les timestamps génétiques, ces marqueurs temporels dans le développement d'un embryon, prouvaient que Théo n'avait pas été l'acteur direct de cette conception, mais bien le sauveur, le protecteur de cette nuit-là. Il avait agi par principe, par moralité, sans connaître les conséquences intimes de son intervention. J'ai fondu en larmes. Non pas de peur, non pas de honte, mais d'une libération totale. Mon corps tout entier, mes nerfs, mes pensées, tout s'est relâché. Mon enfant était en sécurité. Il était le fruit d'une protection inattendue, d'un acte de bienveillance masqué par les ténèbres. Les ténèbres d'Alexandre, oui, mais aussi la lumière, même inconsciente, de Théo. Théo, à mes côtés, avait les yeux rivés sur moi. Son visage, habituellement symétrisé, était empreint d'une émotion brute. Il a confessé, sa voix légèrement rauque. Et Camille, après l'échec de la fusion avec Alexandre, il a commencé à se vanter de sa capacité à contrôler les femmes, de l'utiliser comme un trophée dans ses conversations. Ça m'a interpellé. J'ai alors mis en place un système de surveillance sur vos dossiers, purement par précaution, pour s'assurer qu'il ne vous ferait pas de mal. C'était une mesure de sécurité, je voulais juste m'assurer que vous étiez en sécurité, Camille. Je ne voulais pas que vous soyez une autre de ces victimes. Son regard brillait d'une sincérité bouleversante. Je le regardais, et pour la première fois depuis longtemps, une confiance inébranlable s'est installée en moi. Toutes les pièces du puzzle de ma vie, si longtemps éparpillées et déformées par les mensonges d'Alexandre, s'étaient enfin assemblées. Le chagrin, la confusion, la honte, tout cela s'est dissipé comme la brume au lever du soleil. Il ne restait qu'une immense gratitude, une forme de soulagement pur et absolu. Mon enfant, le fruit de cette nuit que je n'avais pas vécue, était le symbole d'une protection, pas d'une trahison. Il était le lien inattendu et sacré avec l'homme qui se tenait à mes côtés. C'était un amour né de l'ombre, mais destiné à la lumière. Les jours et les semaines qui ont suivi cette nuit de révélations tumultueuses ont été un cheminement lent, mais vital, vers la guérison. Après l'arrestation d'Alexandre et de Victor, les autorités m'ont conduite dans un appartement sécurisé, un lieu discret situé dans une rue calme du 16e arrondissement de Paris. Ce n'était pas un lieu de luxe ostentatoire, mais un havre de paix, simple et fonctionnel, sous la protection constante du gouvernement français, le temps que l'affaire complexe d'Alexandre soit entièrement démêlée et que les procédures judiciaires suivent leur cours. Les premiers jours, je me suis senti comme une âme à la dérive, ballotté par les événements, incapable de trouver mes repères. Le silence de l'appartement contrastait violemment avec le brouhaha incessant de ces dernières heures. Je passais des heures à regarder par la fenêtre, les yeux perdus dans la vue des toits parisiens, des arbres dénudés par l'hiver, le mouvement lointain des voitures. Chaque jour apportait son lot d'interrogatoires, de clarifications, de témoignages que je devais fournir. C'était épuisant, mais nécessaire. Chaque mot prononcé était une pierre de plus posée sur le chemin de ma libération. Théo, lui, est resté à mes côtés. Non pas comme une obligation imposée par le destin, mais comme une présence constante, discrète et profondément rassurante. Il ne s'imposait jamais, respectant mon besoin de silence, de solitude. Mais il était toujours là, un appel téléphonique, un regard compréhensif,
un plat préparé par ses soins et livré sans bruit. Il a pris en charge les lourdes tâches administratives et légales, ces labyrinthes kafkaïens qu'Alexandre avait créés pour m'engloutir. Il a travaillé sans relâche avec les avocats de la procureure maître Girard pour démêler les nœuds de ma fausse identité, pour restaurer mon nom, mon histoire, mes droits. Chaque document récupéré, chaque signature vérifiée, était un pas de plus vers la reconquête de moi-même. Je me souviens d'une après-midi où il m'a apporté un petit dossier, simple. Dedans, il y avait mon acte de naissance original, ma carte d'identité, mes relevés bancaires, tous enfin nettoyés, authentiques. Je les ai tenus dans mes mains, ces morceaux de papier si ordinaires, mais qui représentaient pour moi un monde retrouvé. J'ai eu le sentiment de tenir ma propre âme. « C'est toi, Camille ?» a-t-il dit doucement, observant l'émotion qui m'envahissait. Entière. Libre. C'était la première fois que je me sentais vraiment entière depuis longtemps. Progressivement, le processus de préparation à la maternité a pris le pas sur le reste. Mon corps, qui avait été le théâtre de tant de douleurs et de trahisons, est devenu le réceptacle d'une nouvelle vie. Je sentais mon ventre s'arrondir, les premiers mouvements de ma petite fille, doux comme des battements d'ailes de papillon, puis plus fermes. Chaque coup de pied était une affirmation de vie, un rappel constant que malgré les ténèbres, la lumière avait trouvé son chemin. Cet amour, pur et inconditionnel, grandissait en moi, devenant ma boussole, ma raison d'être, mon moteur. Théo et moi avons commencé à partager des moments simples. Des cafés matinaux sur le petit balcon de l'appartement sécurisé, des discussions sur l'art, la musique, la vie. Il parlait de ses projets pour le Conseil Leclerc, de ses passions cachées. Je lui racontais mon enfance en province, mes rêves de jeunesse, mes espoirs pour ma fille. Nous avons appris à nous connaître au-delà du tumulte de cette nuit de Noël. Une confiance profonde s'est tissée entre nous, un lien forgé dans l'adversité, mais nourri par le respect et la compréhension mutuelle. Ce n'était pas une romance hâtive, mais une affection qui fleurissait lentement, comme une plante délicate qui a besoin de temps pour prendre racine, pour s'épanouir. Il y avait une douceur, une légèreté dans nos échanges, un sentiment d'évidence. Sa présence était un baume, sa voix, une mélodie apaisante. J'ai également entrepris un travail intérieur important. J'ai appris à affronter la vérité sur Alexandre et Victor sans sombrer dans la haine ou le ressentiment. La haine, j'ai compris, était une chaîne qui m'aurait lié à eux pour toujours, même après leur incarcération. J'ai choisi la libération, l'acceptation. J'ai compris qu'ils étaient des hommes brisés par leurs propres démons, leurs propres insécurités. Ce choix n'était pas facile, mais il était nécessaire pour mon propre processus de guérison, pour le bien-être de mon enfant. La rage consume, le pardon libère. Je ne pardonnais pas leurs actes, mais je me pardonnais à moi-même d'avoir été naïve, d'avoir été manipulée. Et je me libérais de leur emprise sur mon âme. En regardant l'horizon depuis la fenêtre de mon appartement sécurisé, le soleil se levant sur les toits de Paris, je me sentais enfin en paix. La peur avait disparu. Le contrôle exercé par les autres s'était évaporé comme la brume matinale. Il y avait encore des incertitudes, bien sûr, la vie en est pleine. Mais la certitude d'être entouré d'amour, de vérité, et d'une protection sincère était mon ancre. Théo était cette ancre. Il était un ami, un confident, le père de mon enfant, et peut-être, l'avenir. Il était la preuve vivante que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière peut trouver son chemin et éclairer une nouvelle route, une route d'espoir, de bonheur simple et d'authenticité. Mon passé ne me définissait plus. Mon futur était une toile vierge, prête à être peinte avec des couleurs choisies par moi, et pour la petite vie qui dormait paisiblement en moi. La sérénité n'était pas l'absence de tempête, mais la paix au cœur de celle-ci. Et cette paix, je l'avais enfin trouvée. 6 mois avaient passé depuis cette nuit de décembre au Ritz Paris, une nuit qui avait marqué la fin d'un monde et, paradoxalement, le début d'un autre, bien plus lumineux. Aujourd'hui, je me tenais dans le calme et la lumière d'une orangerie magnifique, un havre de paix suspendu au-dessus des toits vibrants de Paris. Les rayons du soleil d'été inondaient la pièce, caressant les feuilles des orangers et des citronniers,
et projetant des ombres dansantes sur le sol de pierre. Dans mes bras, ma petite fille, prénommée Aurore, dormait paisiblement, son visage angélique reflétant la sérénité. À mes côtés, Théo Leclerc, son regard posé sur nous, était mon protecteur inattendu, mon partenaire, et la promesse d'un avenir que je n'aurais jamais osé espérer. La justice avait enfin fait son œuvre. Alexandre Beaumont avait été jugé et condamné à une longue peine de prison pour fraude, abus de confiance et tentative de manipulation d'identité. Son empire de mensonges s'était écroulé, et son nom, autrefois synonyme de pouvoir, était désormais associé au déshonneur. Victor Laval, son complice et ancien associé, avait lui aussi été incarcéré, ses propres réseaux de chantage et d'extorsion ayant été entièrement mis au jour. Le silence de la loi avait remplacé le vacarme de leurs ambitions démesurées. Mon identité, si cruellement volée et déformée, avait été entièrement restaurée. Mon nom, Camille Dubois, mon histoire, m'appartenait de nouveau, lavé de toute tache. Et mon cœur, enfin, était libre, léger, capable de respirer sans la peur constante, sans le poids des mensonges. Je le sentais profondément, ce changement. Les blessures de l'âme, autrefois béantes et douloureuses, s'étaient refermées. Il restait des cicatrices, invisibles aux yeux, mais elles étaient devenues des marques de ma résilience, non des rappels de mon ancienne souffrance. Je ne portais plus en moi ni amertume, ni haine envers Alexandre. La colère avait laissé place à une étrange forme de compréhension, de compassion pour cet homme qui, par sa propre faiblesse, avait détruit tout ce qu'il prétendait construire. Je ne souhaitais aucune vengeance. Mon âme avait trouvé un repos inattendu, une paix qui s'était construite, lentement, dans le silence de ma reconstruction. Une lettre était arrivée quelques jours plus tôt, une simple enveloppe sans fioriture. Elle venait d'une femme qui se disait avoir connu ma mère dans ma petite ville de province. Un autre chapitre, peut-être, une nouvelle branche à l'arbre de mon histoire. Mais pour l'instant, mon attention, mon cœur, était entièrement tourné vers le présent. Vers Aurore, vers Théo, vers ce jardin secret où la vie, enfin, me souriait. Le passé était derrière moi, les portes de l'avenir s'entr'ouvraient avec la promesse d'une nouvelle aube. Le chemin que j'avais parcouru, parsemé de trahisons et d'épreuves, de doutes et de larmes, offrait désormais une leçon intemporelle. Une leçon que je portais en moi, ancrée au plus profond de mon être. La première de ces leçons, celle qui se dévoile en surface, est que l'échec d'un homme comme Alexandre n'a jamais été une question d'argent ou de puissance. Il possédait les deux en abondance, bien plus que la plupart des gens ne peuvent l'imaginer. Sa chute fut la conséquence directe d'une arrogance démesurée, cette incapacité aveuglante à voir au-delà des apparences, à reconnaître la valeur intrinsèque d'une personne indépendamment de sa position sociale, de son origine, ou de sa fortune. Il m'avait jugé comme une simple extension de son image, un ornement silencieux dans son tableau de vie parfait. En me rabaissant, en me niant, il ne faisait que se détruire lui-même, pierre par pierre. La démesure de son ego lui avait fait croire qu'il pouvait manipuler les destinées, y compris la mienne, celle de la femme qu'il prétendait aimer. Mais la dignité d'une âme ne se laisse pas manipuler. Une leçon plus profonde, de nature psychologique, m'a appris que la source de sa trahison ne résidait pas dans une quelconque faiblesse de ma part. Au contraire, c'était l'écho de ses propres insécurités, la fragilité béante de son ego qui exigeait une domination constante sur tout ce qui l'entourait. Alexandre avait un besoin maladif de se sentir indispensable, d'être le pilier, le maître, l'unique architecte de chaque vie qu'il touchait. Face à une femme qui, malgré les apparences de soumission et de silence, possédait une force tranquille, une autonomie inébranlable, une dignité intrinsèque, son monde intérieur, déjà vacillant, ne pouvait que s'effondrer. C'est la lumière de mon intégrité, ma capacité à exister par moi-même, sans ses ordres, sans ses directives, qui a révélé et brisé les ombres de son âme, l'exposant dans toute sa vulnérabilité. Quant à la troisième et ultime leçon, celle qui touche à l'éthique et à la condition humaine elle-même, elle nous enseigne que ma véritable victoire ne fut pas de le terrasser, ni de savourer sa disgrâce publique, ni même de le voir emprisonné. Non. Ma victoire fut celle de la dignité maintenue, précieusement gardée au fond de mon cœur.
Je n'ai pas eu besoin de clamer mon innocence à grands cris, ni d'exiger des réparations bruyantes. Je suis parti, dans le silence, sans explication superflue à ceux qui n'auraient pas compris, sans amertume paralysante qui m'aurait lié à un passé douloureux. Je suis parti, forte de mes propres valeurs, de ma vérité. Ma force résidait dans ma capacité à me relever, à reconstruire ma vie, et à vivre une existence authentique, fidèle à moi-même, à l'amour que je portais à ma fille, et à Théo. C'est en cultivant mon jardin intérieur, en nourrissant ma propre résilience, que j'ai conquis ma liberté la plus précieuse, celle de mon âme. La vie, dans sa complexité infinie, nous rappelle avec une sagesse douce que ce qui nous semble une impasse infranchissable est parfois, en réalité, le chemin secret qui mène à notre véritable destinée. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce que cette histoire vous inspire sur la force silencieuse de la dignité humaine? L'histoire de Camille Dubois s'achève ici. Que pensez-vous de la décision de Camille face à tant de trahison? Auriez-vous agi différemment à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je lis toujours chacun de vos mots. Si ce récit vous a touché ou fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de le partager avec une personne qui, vous le croyez, serait également émue, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains mystères.